bonjour. Permettez-moi de vous présenter mon invité aujourd'hui. Mon invité est Emmanuel Bonnet, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, un institut qui se trouve à Marseille. Mais sa principale préoccupation, en tout cas celle dont il vient nous parler, ce sont les accidents de la route en Afrique. Vous avez en effet publié dans Le Monde une tribune qui a été remarquée, une tribune récente intitulée « Les accidents de la route en Afrique, une question de santé publique majeure mais négligée ». L'Afrique, c'est un pays où les accidents de la route sont nombreux et ont des conséquences sans doute plus graves qu'ailleurs en raison de différentes circonstances dont nous allons parler maintenant. Est-ce qu'on a j'imagine que vous pouvez nous indiquer dans l'ordre de gravité quelle est la place des accidents de la route en Afrique par rapport par exemple à l'Europe ou à d'autres pays ? Alors c'est en Afrique, il y a beaucoup de diversité en fonction des pays, évidemment. Hein. Sur le continent, il y a énormément de diversité. Moi, je suis surtout spécialiste de la partie Afrique de l'Ouest, qui présente les taux les plus élevés. Alors en fait, ces taux, ils sont estimés par l'OMS depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a une décennie mondiale pour la sécurité routière entre 2010 et 2020. Et les bilans statistiques de l'OMS précisent qu'il y aurait 27,7 morts pour 100 000 habitants dans l'ensemble des pays africains. En réalité, on sait que c'est probablement beaucoup plus, parce que en fait, les systèmes de dénombrement de ces accidents sont assez peu fiables. Parce qu'il n'y a pas de numérisation des procès-verbaux d'accidents, il n'y a pas de base de données croisée entre la police, les pompiers et les hôpitaux. Et donc, on a vraiment du mal à estimer quelle est cette mortalité. On sait qu'il y a beaucoup de différences entre différents pays, notamment entre le Maghreb, l'Afrique noire et l'Afrique australe. Mais globalement, ça reste pour l'ensemble de ces pays africains un problème majeur. En Afrique comme ailleurs, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes entre 15 et 29 ans. Et évidemment, vu la pyramide des âges dans ces pays, ça a un impact vraiment très élevé. Vous citez dans votre tribune, en disant « la route tue en Afrique plus qu'ailleurs », un accident de bus survenu le 9 janvier au Sénégal qui a fait 40 morts et 101 blessés. Comment expliquez-vous, par exemple, des accidents aussi graves ? Alors en fait, il y en a toutes les semaines des accidents avec du transport collectif. C'est là où la mortalité est la plus élevée. C'est toutes ces liaisons qu'il y a entre les villes secondaires et la capitale ou entre les villes secondaires dans l'ensemble des pays. C'est un des rares moyens de transport collectif qui existe dans la sous-région. Et évidemment, lorsqu'il y a des accidents, c'est tout de suite 50, 60 personnes qui sont impliquées. L'exemple de Kaffrine est particulier parce que en fait, un des bus principaux a eu une crevaison sur une route relativement étroite et le hasard a voulu que lorsqu'il a commencé à dériver sur cette route, il y avait un autre bus, lui aussi chargé de passagers, qui est arrivé en face. Donc il y a eu une collision de deux bus, ce qui explique ce nombre de blessés et de morts extrêmement important. Mais j'insiste sur le fait que ça arrive toutes les semaines en fait sur les routes du continent. La mortalité est très associée à ces liaisons interurbaines. Et en revanche, ce qu'on appelle la morbidité, donc les blessures, sont surtout observées dans les capitales. Donc on a moins de morts dans les capitales, beaucoup d'accidents, mais beaucoup de blessés, parce que les vitesses sont réduites, les capitales sont très embouteillées, donc la circulation existe, mais très peu rapide. Et donc il y a des interactions pour les usagers vulnérables, comme les motos, les vélos ou les piétons, qui sont touchés et blessés. Mais la mortalité est un peu plus faible dans les espaces urbains que dans les liaisons intercités. Alors dans votre tribune, publiée par le journal Le Monde, vous soulignez qu'en 2010 a été décrétée la décennie d'action mondiale pour la sécurité routière sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors est-ce qu'en 10 ans il s'est passé quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu des progrès ou que faut-il attendre ? Alors le bilan à Stockholm en 2020 était très clair. Hein. Aucun progrès dans les pays à bas revenus, comme ces instances les qualifient. Aucun progrès, et évidemment une mortalité toujours élevée, une morbidité toujours élevée, un nombre d'accidents très important. Il a été décidé lors de cette décennie de prolonger la décennie dans le cadre des objectifs pour le développement durable, avec entre 2020 et 2030,
avec une cible, ce qui est notable. Hein. Donc une des 17 cibles des objectifs pour le développement durable est consacrée à la santé. Et à l'intérieur de ces cibles-là, une spécifique, la 3.6, est consacrée à la sécurité routière, dont l'objectif est clair, réduire de 50% le nombre de blessés et de morts sur les routes du monde, et en particulier, évidemment, du continent africain. Mais encore faut-il savoir compter pour mesurer cette évolution. Oui, est-ce que les pays en question, les pays africains dont vous vous occupez, sont capables de produire des statistiques fiables ? En fait, c'est toute une démarche qu'on est en train d'observer, alors à la fois par des travaux de recherche qu'on a menés avec les équipes partenaires. Hein. Notre institut travaille toujours en collaboration, en partenariat avec les chercheurs des pays dans lesquels on travaille. Et depuis 2015, on met en place avec donc des collègues scientifiques des pays, les agences de sécurité routière, les ministères des Transports et de la Santé, des processus de collecte assez simples, mais qui garantissent une fiabilité des données. C'est extrêmement simple. Hein. En fait, on donne des smartphones aux policiers et aux pompiers pour saisir directement leurs procès-verbaux d'accident. Ils géolocalisent l'accident, donc on permet d'avoir une carte des points noirs d'accident. Et puis à l'hôpital, on fait une sorte de registre numérique et on croise toutes ces données pour essayer d'estimer, après quelques traitements statistiques, d'estimer l'état de la situation dans les pays. Alors pour l'instant, on a travaillé dans des capitales, ce qui est déjà un gros travail. Hein. Et puis on observe que là, en Côte d'Ivoire, a priori, ils aimeraient acquérir l'expérience qu'on est en train de développer à Bouaké pour l'élargir à l'ensemble du pays. Mais ne faut-il pas aussi une prise de conscience en général des usagers, de la population en général, par exemple sur le port du casque, le respect de la limitation des vitesses? Est-ce que ça n'est pas de ce côté-là qu'il faut faire? Si, en fait, il faut progresser à plein de niveaux différents. L'OMS et la Banque mondiale parlent des 5 piliers de la sécurité routière. Donc il y en a plusieurs qui ne sont pas forcément tous adaptés au continent africain. Mais ce que ça explique, c'est qu'il faut à la fois travailler sur la sécurité des véhicules. Là, on peut observer quand même que depuis une quinzaine d'années, il y a quand même des progrès qui sont faits. Et l'interdiction de l'importation des vieux véhicules d'Europe vers l'Afrique est actée dans plusieurs pays. Donc on a quand même une vétusté qui est un peu différente. Les contrôles techniques qui sont imposés dans les pays, mais qui sont encore à améliorer, mais ils existent dans certains pays. Ce qui a été reproché au Sénégal, c'est que c'était plus facile de passer le contrôle technique à Dakar et très difficile ailleurs. Donc qui dit très difficile ailleurs, il n'était pas passé en fait. Mais voilà, cet accident va essayer de développer la possibilité d'avoir des contrôles techniques. Donc voilà, il y a des actions qui sont menées là-dessus. D'autres actions sont menées sur le port de la ceinture et le port du casque. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, on a du mal les lois passent, mais on a du mal à les voir se mettre en place. Parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi mettre un casque et pourquoi mettre une ceinture, puisque l'éducation routière, en fait, est relativement inexistante, en tout cas pour les adultes qui sont aujourd'hui en train de conduire. Et donc, c'est ce qui nous fait penser qu'il faut être raisonnable avec le temps et lancer des procédures de sensibilisation, d'éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge, pour que dans 20 ans... À l'école, donc. À l'école, ouais. Pour que dans 20 ans, les enfants d'aujourd'hui, qui seront les conducteurs de demain, aient une conscience plus élevée des risques de la sécurité routière et déjà aussi des connaissances en termes de code de la route. Et là, vous avez déjà des indications que ça va commencer dans les écoles, dans certains pays? Alors, certains pays ont déjà, dans les agences de sécurité routière, des actions qui sont menées dans les écoles. Ce n'est pas encore inscrit dans les curricula et on espère que ça puisse le devenir. On a aussi beaucoup d'actions d'ONG. Il y a énormément d'ONG de sécurité routière dans les pays. Un pays comme le Burkina Faso a plus de 50 ONG qui se consacrent à la sécurité routière. Donc vous voyez que c'est quand même assez important. Pourquoi si nombreuses Parce qu'ils constatent eux aussi qu'il y a beaucoup d'accidents tous les jours sur les routes. Ce sont des ONG qui multicartent Non, consacrées à... Voilà. Et d'ailleurs, ça a même poussé l'Office national de la sécurité routière à les rassembler en une fédération des ONG de la sécurité routière qu'ils financent. Vous travaillez avec ces ONG? Oui, je travaille avec eux. Ouais. J'ai travaillé avec eux au Burkina et là, j'ai une collaboration avec les Amis de la Route en Côte d'Ivoire, qui est une jeune ONG qui vient de se créer. Et on travaille avec eux parce qu'évidemment, ils ont aussi d'autres sensibilités que nous pour essayer de faire passer les messages. Et donc voilà, il y a ces actions-là. Nous, on va lancer une action de petits films, de petits dessins animés destinés à des enfants de primaire pour expliquer les bases de comment traverser, comment se comporter dans la rue, en utilisant les codes en fait, que les enfants aiment bien. Ouais.
Et on va essayer d'évaluer. Pour la télévision nationale ou pour Alors, d'abord, les écoles? Dans les écoles, donc dans la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire. Et puis, on va évaluer l'efficacité, avec des outils statistiques et scientifiques, l'efficacité de ces films sur la connaissance des enfants. Et si on est satisfait et qu'on trouve que c'est efficace, là, effectivement, on en parlera avec le ministère de l'Éducation de Côte d'Ivoire pour essayer de le passer à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a aussi des idées de s'adresser aux forces de l'ordre pour les former à la prévention? Oui, ce que par exemple le Burkina souhaitait faire, c'était d'intégrer ces histoires de collecte de données avec des smartphones, de géolocalisation, dès l'école de police. Parce qu'effectivement, nous, on le constate, à chaque fois qu'on a nos interventions, on doit former des policiers. Parfois, certains sont proches de la retraite. Voilà, on leur apporte quand même des technologies qui ne sont pas forcément des technologies auxquelles ils sont habitués, même si c'est assez facile d'utilisation. Et donc, on pense qu'effectivement, si on partait depuis l'école de police et intégrait dès la formation des policiers cette sensibilisation à la collecte de données, on aurait des données qui seraient plus fiables, effectivement. Et est-ce que globalement, tout cet effort que vous devez faire, évidemment, va engager des capitaux très importants? Est-ce que ça doit être financé par les Nations Unies ou par d'autres? Ou est-ce que c'est à bas bruit, des petites sommes c'est vrai que c'est un sujet qui est important pour les chercheurs, puisqu'on ne peut pas travailler sans argent. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même assez peu de moyens qui sont mis sur ce sujet, alors que c'est une question... Par les gouvernements locaux? Partout, par les gouvernements locaux. Bon, ils ont d'autres chats à fouetter. Et puis aussi par les actions, enfin l'aide internationale. On a beaucoup de mal à décrocher des financements pour deux raisons à mon avis, parce que ceux qui évaluent ces appels d'offres sont très compétents sur la sécurité routière en Europe et en Amérique du Nord, donc dans les pays dits du Nord, mais connaissent pas du tout les codes des pays du Sud. Et lorsque nous on explique la situation, on nous reproche de ne pas prendre exemple sur les pays du Nord, mais évidemment il ne faut pas prendre exemple sur les pays du Nord puisque la situation est très particulière. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a d'autres priorités, visiblement. Alors, on s'aperçoit qu'il y a, depuis la fin de la première décennie, beaucoup d'actions, notamment avec les fédérations internationales de l'automobile. Il y a aussi la United Nations for Road Safety Foundation qui a été montée, donc sous les auspices des Nations Unies, qui chaque année finance des actions et des interventions. Donc on commence à voir apparaître ces éléments-là. Ils comportent assez peu de volets recherche, ce qui est un peu dommage, parce que c'est par la recherche qu'on arrive à trouver les bonnes interventions à mener. Et aussi par d'autres actions, notamment l'Agence française de développement qui finance un certain nombre de mes projets et qui adosse en fait des analyses de sécurité routière sur les infrastructures qu'elle finance. Et est-ce que des actions sont prévues aussi en direction des hôpitaux pour le traitement rapide des blessés? Alors c'est l'enjeu du moment, en tout cas c'est un des axes sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, c'est-à-dire vraiment travailler sur ce qu'on appelle le post-accident et les urgences d'une manière générale. Il faut savoir que dans la plupart des pays, il n'y a pas de SAMU, ou si ces SAMU existent, ils sont exclusivement dans les capitales. Et comme vous l'avez compris, c'est plutôt à l'extérieur des capitales. Là, l'accident de Kaffrine, il y a un hôpital à Kaffrine qui est plutôt de bonne qualité, mais il fallait quand même ramener tous ces blessés. Et donc là, il n'y a que les pompiers en fait, qui sont capables de prendre en charge les personnes. Il manque, selon eux et selon les médecins orthopédistes, traumatos, de compétences sur l'immobilisation et de bien prendre ces blessés comme il le faut. J'ai un ami orthopédiste à Ouagadougou qui disait qu'on récupère les blessés à l'hôpital dans un moins bon état que si eux-mêmes étaient allés les chercher sur la route, parce que les pompiers manquent de connaissances pour bien prendre en charge les blessés, manquent énormément de matériel. Dans beaucoup de ces pays, des attelles sont des simples bouts de carton ou de bois pour immobiliser les personnes. Donc il y a vraiment un besoin de moyens pour ces personnes qui interviennent. Elles ont la volonté, mais il manque de moyens, clairement. Et vous, dans cette affaire, votre institut s'occupe de tous les aspects dont on vient de parler? Alors en fait, moi, mon institut finance un groupe de recherche international sur cette question, donc qui implique le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. On a l'ambition de l'étendre encore, mais donc on a des partenaires scientifiques dans chacun de ces pays. Et ce qui est original, c'est qu'on a des sociologues, des politistes, des économistes, mais aussi beaucoup de médecins.
Donc c'est vraiment pluridisciplinaire et donc on peut prétendre s'attaquer à différents domaines de cette sécurité routière qui est très très vaste, du transport à la santé en fait. Donc, votre institut, il est français, il fonctionne, j'imagine, un peu comme le CNRS. Oui. Et a-t-il des partenariats concrets? C'est-à-dire que vous avez aussi des chercheurs africains qui font partie de l'Institut ou c'est franco-français? Non, c'est français, mais on a des collègues qui sont d'origine de ces pays africains, mais pas seulement. Hein. L'IRD travaille dans l'ensemble des Suds, comme on les appelle, donc autant en Asie, en Afrique qu'en Amérique du Sud. Et donc notre spécificité, c'est toujours de travailler en partenariat avec des équipes de scientifiques locales, dont certains peuvent devenir des chercheurs à l'IRD s'ils réussissent le concours. Donc oui, ça ressemble au CNRS. On a simplement une spécificité, c'est que nous, on a aussi une tutelle, on a une double tutelle, celle du ministère des Affaires étrangères et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'Institut n'est pas concentré uniquement, focalisé uniquement sur les accidents de la route. Ah non, du tout. Quel est le rôle de... Toutes les disciplines scientifiques sont représentées à l'IRD, de l'océanographie aux sciences sociales, à la santé. Tous les domaines sont représentés. Et est-ce que vous avez une idée du coût total pour les pays de ces accidents en perte de richesse, en perte d'avenir? Il y a des statistiques qui sortent, mais bon, c'est toujours très difficile de les contrôler. On disait que c'était environ 1% du PIB de chacun des pays qui est perdu chaque année à cause des accidents de la route. Alors bon, c'est un chiffre peut-être plus symbolique qu'autre chose, mais effectivement l'impact est énorme. Et j'imagine que les résultats sont meilleurs dans les pays dont le revenu est plus important. Et enfin, c'est sûrement une banalité de dire ça. Oui et non, en fait, parce que dans les pays dont les revenus sont les plus importants, on a de meilleures données, généralement, puisque associé à ça, on a souvent une digitalisation des informations à la police, chez les pompiers et à l'hôpital. Mais on a aussi des moyens plus élevés pour les populations, donc on a des véhicules plus rapides et on beaucoup plus d'accidents associés à la vitesse, à l'utilisation de téléphones portables, etc. En ce qui concerne le port du casque, est-ce qu'il va devenir obligatoire dans tous ces pays? Il l'est déjà, je crois, en Côte d'Ivoire ou pas? Oui, alors c'est une grande histoire, le port du casque dans ces pays. Évidemment, par exemple, un pays comme le Burkina a une grande partie de sa population qui circule à deux roues motorisées, des cylindrées de 80 cm3 environ, et à vélo également. Et le port du casque est impossible en fait. Depuis 2004, il y a eu plusieurs étapes pour des lois en fait qui sont passées. La loi existe sur l'obligation du port du casque, mais pour différentes raisons, la population a toujours refusé de le faire. On a même, nous, mené des enquêtes là-bas où on avait interrogé des étudiants en leur demandant « mais pourquoi vous ne mettez pas le casque ?» Et ils nous disaient « mais non, on ne va pas casser l'entretien de notre tête », c'était des jeunes femmes, avec un casque, c'est inutile, il fait chaud, etc. Et donc c'est un vrai problème, alors que dans le même temps, on montrait que 50% des blessés à l'hôpital de Ouagadougou étaient touchés à la tête. Donc il y a un vrai besoin de porter le casque, mais surtout il y a un vrai besoin de faire comprendre qu'il faut porter le casque. Alors la FIA a lancé récemment un casque tropicalisé pour justement répondre à ces contraintes de chaleur. Il commence à être distribué dans les pays, il est relativement peu cher, une vingtaine d'euros environ, mais il n'est pas encore arrivé partout. Et puis ça n'empêchera pas que les populations ne vont pas forcément d'elles-mêmes aller acheter le casque parce qu'on n'a pas compris encore l'intérêt. On a des différences, par exemple au Bénin, la loi, si je me souviens bien, date de 2017 et depuis en 2020 ou 2021, l'État a obligé à porter le casque, donc a sanctionné beaucoup lorsque le casque n'a pas été mis et on s'est aperçu que très vite il a été adopté. Et dans Cotonou, aujourd'hui, l'ensemble des conducteurs de moto portent le casque, mais l'enjeu est maintenant de faire porter aux passagers, puisqu'il y a beaucoup de taxis-motos à Cotonou. Et en Côte d'Ivoire, on a eu un aspect un peu similaire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'accidents fin 2021, et l'État a renforcé et a imposé le port du casque, enfin a appliqué la loi en fait. On s'est aperçu par exemple à Bouaké, où on travaille en ce moment, qu'effectivement on est passé d'un taux d'usage de 15%, enfin même 10% du taux d'usage du port du casque, à près de 90% au moment de cette mise en place de sanctions en fait. Et puis très vite, les sanctions ont arrêté d'être menées, et puis aujourd'hui, il y a encore quelques mois, là on a fait une estimation, on est retombé à 25%.
Tout à l'heure, vous parliez du Burkina Faso. Est-ce que l'évolution de la situation politique dans les pays sécuritaires a sûrement une incidence également sur le respect des consignes en général et sur le nombre d'accidents, non? Alors, ça, on n'a pas vraiment de moyen de le savoir. Ce que nous, on a remarqué, c'est qu'au Burkina, c'était une des premières études qu'on a menées. On a produit, par exemple, une carte des points noirs d'accidents de la ville, qui était une des premières cartes produites sur le continent. Et donc forcément, on avait des zones accidentogènes très très précises. Et à l'issue de cette première carte, en 2015, les policiers de la ville de Ouagadougou utilisaient la carte pour se mettre à des endroits où il y avait ces points noirs pour faire de la dissuasion. Donc c'était vraiment une vraie utilisation des résultats de la science et en même temps d'impact sur la sécurité routière. Mais malheureusement, ces policiers ont été recrutés pour les questions sécuritaires, puisque dès 2016, on a commencé à avoir des problèmes sécuritaires au Burkina. Et donc, voilà, une sorte d'abandon de ces priorités sur la sécurité routière. On peut le comprendre, hein, la situation est dramatique en ce moment. Et donc, voilà, c'est la seule chose qu'on peut mesurer réellement, quoi. Et vous dites que la situation au Burkina est dramatique. Est-ce que ça vous empêche de retourner là-bas pour travailler? On a toujours notre groupe de recherche. Non, on a toujours le droit d'y aller. Depuis de toute façon 4 ans, on ne peut pas travailler ailleurs qu'à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso et avec une liaison en avion. Donc on ne peut pas travailler sur des situations comme Kaffrine, alors que c'était notre ambition en fait. On voulait d'abord commencer à travailler sur les capitales, puisque la situation est un peu plus complexe, et ensuite commencer à travailler sur ces liaisons intercités. Donc nous, on ne peut pas y aller, et évidemment on refuse également d'envoyer sur le terrain nos partenaires, puisque on s'applique les mêmes règles de sécurité. S'il y avait un tableau d'honneur à faire du respect de la sécurité routière dans les pays dont vous vous occupez, quel est le... Non, je ne m'exposerai pas à ce genre de classement. Sans parler de tableau d'honneur, quels sont grosso modo les pays où il y a le moins d'accidents, où les efforts sont les plus soutenus? En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que les démarches de régulation et de mise en place de la sécurité routière sont différentes en fonction des pays. Les premières lois de la sécurité routière sont apparues par exemple au Burkina à l'époque de Sankara, sur l'utilisation, l'alcoolémie en fait, puisqu'il interdisait de boire pendant les heures de travail. Donc c'était une des premières mesures finalement qu'on pouvait appliquer à la sécurité routière. Mais dans le même temps, la première agence de sécurité routière a vu le jour en Côte d'Ivoire. La dernière, la Naser, au Sénégal. Mais voilà, vous voyez, vous comprenez, il y a trop de démarches en même temps qui nous empêchent en fait d'établir un classement. Aujourd'hui, il y a une préoccupation qui est générale de l'ensemble de ces pays. Ils étaient réunis il y a encore une dizaine de jours à Dakar, à l'invitation de l'OMS, pour travailler sur ces données de la mortalité. Donc voilà, tout le monde est engagé là-dessus et je pense qu'ils doivent travailler ensemble. Et c'est ça, en fait, le vrai enjeu, c'est que les expériences menées dans certains pays doivent être partagées avec les pays voisins pour éviter que chacun refasse l'histoire de cette sécurité routière. On aura peut-être dans quelques années l'occasion de reparler de tout ça avec une amélioration des chiffres grâce à votre action et grâce à l'action de votre Institut de recherche pour le développement. Merci beaucoup Emmanuel Bonnet d'avoir accepté cette invitation. Je donne le titre, ça permettra de la retrouver. Les accidents de la route en Afrique, une question de santé publique majeure mais négligée dans le journal prestigieux Le Monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.